Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Turquie. C'est un pays dont on entend de plus en plus parler et qui affiche assez clairement ses ambitions. Elle souhaite devenir une puissance régionale. Alors quelle stratégie emploie-t-elle et quels sont ses atouts ou au contraire ses faiblesses? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. On commence avec quelques infos générales sur le pays. La Turquie est située entre l'Europe et le Moyen-Orient. Elle est peuplée de 83 millions d'habitants, de langue principalement turcophone et dans une moindre mesure kurdophone. Et la religion dominante est l'islam sunnite. La capitale est Ankara, mais la plus grande ville est Istanbul, sur le détroit du Bosphore, à la fois en Europe et en Asie, avec 15 millions d'habitants. Le pays est frontalier de la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Irak et la Syrie. On peut considérer qu'il a aussi une frontière avec Chypre, puisque la Turquie reconnaît l'existence de la République turque de Chypre du Nord, où elle maintient une force armée conséquente et qui est finalement un état fantoche de la Turquie. La Turquie est l'héritière de l'Empire ottoman, décomposé durant les accords de Lausanne en 1923, suite à sa défaite durant la Première Guerre mondiale. Cet accord prive les Turcs d'une très grande partie des territoires qu'ils occupaient autrefois et est vu encore aujourd'hui comme injuste et humiliant. Le pays a toujours été au moins en partie intégré au monde occidental, de par son histoire ottomane qui l'a mené aux portes de Vienne, puis son intégration dans l'OTAN en 1953 et sa candidature d'adhésion à l'Union européenne en 1987. C'est également un important partenaire commercial, l'Europe hors Russie représente environ 40% de ses importations et 54% de ses exportations en 2018. Et en tant que membre de l'OTAN, la Turquie a été un atout considérable au Moyen-Orient et dans le Caucase, dans la lutte contre l'expansion du communisme durant la guerre froide, étant donné sa situation géographique et sa longue frontière avec l'URSS à l'époque. Donc la Turquie, encore aujourd'hui, garde de forts liens avec le monde occidental. Et c'est quelque chose à garder à l'esprit lorsque vous regarderez la suite de la vidéo, qui va porter en partie sur le refroidissement des relations entre l'Occident et la Turquie et ses liens avec d'autres puissances. Alors pourquoi refroidissement ? Au début des années 2000, un homme arrive au pouvoir, Recep Tayyip Erdoğan. Il est le fondateur du parti politique AKP, Parti de la justice et du développement. C'est un parti d'idéologie conservatrice, nationaliste et islamiste. Il est proche des Frères musulmans, organisation transnationale islamique. Et à l'arrivée d'Erdoğan au pouvoir, les Occidentaux ont été plutôt surpris et pas franchement rassurés. Mais pourtant, dans un premier temps, le parti s'est montré plutôt moderniste et réformateur, avec notamment des avancées dans les discussions avec les Kurdes. Mais à partir des années 2010, Erdoğan fait craindre un tournant autoritaire. D'abord en 2013, lors de manifestations organisées contre le gouvernement en place, les manifestants protestent notamment contre l'excès de violence dont fait usage la police. Ces manifestations sont durement réprimées, on compte au moins 1 millier de victimes et quelques morts sont à déplorer. Et puis surtout à partir de 2016. Rappelez-vous, on en a parlé dans les médias, cette année-là, Erdoğan est victime d'une tentative de coup d'État. Alors c'est un coup d'État raté, mais suite à ça, Erdoğan limoge et fait emprisonner un grand nombre d'opposants. Alors membres de l'armée évidemment, mais également de l'administration. Et le problème c'est que ses alliés de l'OTAN n'ont pas forcément exprimé un grand soutien au président. Et ça, il l'a bien remarqué. Et au contraire, qui a affiché son soutien? Eh bien c'est Vladimir Poutine de Russie. Et c'est un événement important dans le cheminement isolationniste de la Turquie au sein de l'OTAN. Et sur plusieurs dossiers comme ça, on se rend compte que la Turquie se met en rivalité avec ses alliés. Erdoğan a attiré la fureur de Donald Trump lorsqu'il achète en 2019 puis 2020 des systèmes antimissiles de fabrication russe, les S-400. Dans le conflit syrien, rappelez-vous, la Turquie a combattu les forces kurdes alors que celles-ci étaient soutenues par l'Occident et l'OTAN en tant que force anti-Bachar al-Assad. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les Kurdes pour en avoir le détail. Et la Turquie est également en rivalité avec la Grèce et Chypre sur les limites des frontières maritimes et sur le sujet des hydrocarbures. Donc il y a beaucoup de points de tension. Alors je ne suis pas en train de discuter de la légitimité ou non des positions turques sur ces dossiers, mais factuellement, ça détériore les relations entre la Turquie et le bloc occidental. Sur la question de la Méditerranée orientale, son objectif est de mettre la main sur des zones à fort potentiel d'hydrocarbures. La Turquie a envoyé un navire de prospection dans les eaux grecques ainsi que chypriotes, qu'elle revendique. A noter qu'en zone chypriote, les zones d'hydrocarbures sont également exploitées par des entreprises israéliennes et américaines. Et Total également dispose de licences d'exploration. Donc il y a un double enjeu pour la Turquie, la possibilité évidemment d'exploiter ses ressources naturelles et d'en tirer des bénéfices, mais également de réduire la possibilité de ses voisins de les exploiter. Car la Turquie est un point de passage d'une part des hydrocarbures acheminés vers l'Europe, ce qui est stratégique. Vous voyez sur la carte le gazoduc Turkish Stream qui vient de Russie, traverse la mer Noire jusqu'à la partie européenne de la Turquie, puis qui pénètre en Grèce pour relier le futur Tesla Pipeline qui est en projet et qui devrait alimenter ensuite l'Europe. Également l'oléoduc BTC qui part de Bakou en Azerbaïdjan, puis passe par la Géorgie et rejoint les côtes turques à Seyhan, où des tankers vont ensuite également approvisionner l'Europe.
Donc vous voyez que là, un des enjeux pour la Turquie est de garder son statut d'intermédiaire. Et les nouveaux gisements de gaz exploités en Méditerranée orientale par Chypre, Israël, mais également l'Égypte et potentiellement la Grèce, dont les premières estimations font état de 3500 milliards de mètres cubes, menacent cette position. Et un nouveau gazoduc appelé EastMed est en projet et devrait alimenter l'Europe directement depuis ces gisements gaziers. C'est pour ça que la Turquie conteste ces zones maritimes et envoie des navires sur place. Et jusqu'à présent, les réactions européennes ont été plutôt timides. Et une des explications est que la Turquie dispose d'une autre carte à jouer, les migrants. Surtout depuis la crise syrienne, le pays est un point de passage de milliers de migrants qui pour beaucoup fuient les zones de guerre. La Turquie accueille environ 4 millions de réfugiés, dont environ 3 500 000 ou 600 000 Syriens. Alors la plupart vivent dans des camps de réfugiés, notamment à la frontière turco-syrienne, mais une partie d'entre eux tentent d'entrer dans l'Union européenne. Et en échange de compensations financières de l'UE, la Turquie retient ces migrants, mais régulièrement menace de les laisser passer. Et étant donné les montées nationalistes que l'on constate dans les urnes d'un certain nombre de pays européens, voir entrer dans l'UE ces nouveaux migrants serait un mauvais signal politique pour les dirigeants européens modérés qui sont en place. Donc la Turquie veut rester une passerelle entre l'Asie, dont le Moyen-Orient, et l'Europe. Et le projet des routes de la soie chinois va l'aider en ce sens. Et je vous renvoie vers une autre vidéo, celle sur l'Asie centrale, où je traite un peu du sujet. Il y a un autre acteur international majeur avec lequel la Turquie doit traiter. C'est la Russie de Poutine. On l'a vu tout à l'heure, Poutine a soutenu Erdogan durant le coup d'État militaire de 2016, ce qui a signé le rapprochement de ces deux États. Et pourtant, il s'oppose quand même sur certains dossiers. En Syrie, Poutine soutient Bachar al-Assad alors qu'Erdogan a soutenu la rébellion. Alors je parle bien de la rébellion arabe, il n'a évidemment pas soutenu les Kurdes. Et il s'oppose également sur le conflit libyen où Poutine soutient le maréchal Haftar alors qu'Erdogan soutient le gouvernement de Tripoli. Et cette fois, c'est la vidéo sur le conflit libyen que je vous invite à aller voir pour avoir les détails. En fait, les deux pays veulent jouer le rôle d'interlocuteurs privilégiés au Moyen-Orient. Les puissances occidentales n'ayant pas su se positionner fermement sur la crise syrienne, ça a donné le champ libre à ces nouveaux acteurs. Et même si c'est plutôt la Russie qui a la main pour l'instant, elle sait qu'elle doit faire avec la présence de la Turquie. Les deux sont interdépendants, la Russie exporte énormément d'hydrocarbures en Turquie. Durant les années 2010, plus de 50% du gaz importé en Turquie venait de Russie, passant notamment par les pipelines Transbalkan et Blue Stream. Et même si cette part a diminué ces dernières années, on est tombé à 33% en 2019, ce gaz reste stratégique pour l'approvisionnement turc. Et la Turquie contrôle quant à elle les détroits du Bosphore et des Dardanelles que doivent emprunter les navires russes pour quitter la mer Noire. On voit également la rivalité des deux puissances dans le Caucase avec la crise du Haut-Karabakh, cette région peuplée d'Arméniens mais faisant officiellement partie du territoire azerbaïdjanais. Dans les faits, ce sont les Arméniens qui contrôlent ce territoire et à l'automne 2020 éclate un nouveau conflit entre les Arméniens du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Et tandis que la Russie souhaite prendre le rôle de médiatrice dans le conflit, la Turquie au contraire prend ouvertement parti pour l'Azerbaïdjan. Elle lui témoigne son soutien et envoie des mercenaires syriens combattre sur place. Bref, elle attise le feu pour empêcher la désescalade que souhaite Moscou. Le but, c'est que les Russes finissent par être obligés de prendre parti et donc échouent dans leur entreprise de médiation. C'est en tout cas le cas au moment où je fais cette vidéo, alors que le conflit est toujours en cours. Donc avec toutes ces oppositions, il ne faut pas s'attendre non plus à voir se créer un nouveau bloc stratégique turco-russe qui s'opposerait in fine au bloc occidental. Ce n'est pas le but. Les deux pays sont opportunistes, ils coopèrent sur certains dossiers, s'opposent sur d'autres et ne rateraient pas une occasion de s'imposer face à l'autre. En ce qui concerne les relations de la Turquie avec les autres pays du Moyen-Orient, elle est en rivalité notamment avec l'Arabie Saoudite. Concrètement, ces deux pays souhaitent s'imposer comme leaders du Moyen-Orient, sur les plans économiques, diplomatiques, mais également spirituels. Les deux rivaux veulent s'ériger comme représentants de l'islam sunnite dans la région. Les Saoudiens avec le wahhabisme, et ils ont l'avantage d'abriter sur leur territoire deux des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Et les Turcs, on l'a vu, en essayant d'étendre les idées de l'organisation des frères musulmans. Ils ne soutiennent pas non plus le même camp dans le conflit libyen. La Turquie, on l'a vu, soutient le gouvernement de Tripoli, et l'Arabie Saoudite soutient le maréchal Haftar, tout comme ses alliés émiratis et également l'Égypte. Et justement, la Turquie est également en mauvais termes avec l'Égypte. Son dirigeant actuel, le président Al-Sisi, est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État ayant entraîné la chute de son prédécesseur, Mohamed Morsi, qui était lui issu du mouvement des frères musulmans, dont est proche Erdogan et son parti politique, l'AKP. Donc là, on a finalement un schéma qu'on peut simplifier de la manière suivante. Al-Sisi est l'ennemi des frères musulmans, Erdogan en est l'ami, donc Al-Sisi et Erdogan s'opposent. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça en réalité. L'Égypte souhaite elle aussi retrouver une place stratégique au Moyen-Orient, ce qui ne colle pas avec les ambitions turques. Et comme l'ennemi de mon ennemi est mon ami, la Turquie s'est en revanche rapprochée du Qatar. Le Qatar est en très mauvais termes avec les Saoudiens, les Émiratis et les Égyptiens notamment, et ce rapprochement a abouti en 2014 à la création d'une base militaire turque à Doha,
Première base permanente en dehors du territoire turc et très proche des frontières du rival saoudien. Quant aux relations avec l'Iran, elles sont plutôt mitigées. Ils s'opposent également sur le dossier syrien, où l'Iran, comme la Russie, soutient Bachar, mais la Turquie importe énormément de gaz iranien, c'est environ un quart de ses importations, selon les années. Et surtout, la Turquie est le seul marché stable pour le gaz iranien, du fait des sanctions économiques américaines imposées à l'Iran. La Turquie est exceptionnellement autorisée à importer depuis son voisin perse. Et les Iraniens représentent environ 5% des touristes visitant la Turquie. Une entente cordiale est donc nécessaire pour les deux États. Donc vous voyez que finalement la Turquie n'a pas beaucoup de véritables amis. Refroidissement avec l'Union européenne et l'OTAN, entente de circonstance avec la Russie et l'Iran, peu d'alliés au Moyen-Orient, et elle ne parie pas forcément sur les bons pions dans les différents conflits, ou en tout cas ne voit pas forcément venir d'issue qui lui serait favorable. Et surtout, la Turquie a-t-elle les moyens militaires d'imposer sa présence par la force? C'est le deuxième budget militaire au Moyen-Orient derrière l'Arabie Saoudite, à égalité avec Israël, et la quatrième armée derrière l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Égypte en termes d'effectifs. Mais malgré ça, depuis le coup d'État de 2016, de nombreux membres de l'armée, dont beaucoup de cadres dirigeants, ont été limogés. Alors ils ont été remplacés depuis, mais parfois à la va-vite, si bien que la qualité opérationnelle et stratégique de son armée a été impactée, surtout dans l'armée de l'air. Donc en parallèle, la Turquie tente de s'imposer de manière plus discrète en usant de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire se donner les moyens de rayonner à l'extérieur de ses frontières par des moyens plus doux, en utilisant des outils diplomatiques, culturels, idéologiques, religieux, etc. Elle est par exemple une grande exportatrice de séries télévisées. La plupart du temps, ces séries font l'éloge d'une Turquie à la gloire retrouvée et respectueuse des valeurs traditionnelles de l'islam, ou traitent carrément de la période ottomane. Vous voyez sur la carte les pays diffusant des séries turques. On en trouve surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où les séries sont exportées via des redistributeurs originaires des Émirats arabes unis. Et sinon, surtout au Kazakhstan et dans une moindre mesure dans les Balkans et quelques autres pays d'Europe où on trouve une diaspora. Également en Afrique subsaharienne et quelques pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie ou Brunei, qui sont des pays musulmans. Alors là, les données datent un peu, elles concernent surtout les années 2000 et le début des années 2010. Ce qu'on peut dire pour nuancer, c'est qu'aujourd'hui, les séries turques ont de la concurrence égyptienne, saoudienne et qatari principalement, grands producteurs également, et ayant des moyens financiers équivalents ou supérieurs et qui n'hésitent pas à déprogrammer les séries turques sur leurs antennes pour privilégier les séries locales. Ces dernières années, la compagnie aérienne Turkish Airlines a également lancé de nombreuses campagnes publicitaires. La compagnie dessert plus de 250 aéroports à l'étranger dans 108 pays différents. L'objectif est de faciliter l'accès des touristes au pays et de favoriser les échanges avec la diaspora turque. Le pays dispose également de nombreuses ONG présentes un peu partout dans le monde, et il serait un des plus généreux. On a vu qu'il accueille un grand nombre de migrants sur son territoire, mais finance également des campagnes humanitaires à l'étranger, comme en Somalie ou au Bangladesh par exemple. Et via des ONG religieuses, la Turquie finance également des associations musulmanes un peu partout. On peut prendre l'exemple de la construction de la nouvelle mosquée de Strasbourg en France. Et enfin, elle dispose également d'un important réseau d'ambassades avec 140 implantations, ce qui en fait le 8e réseau au monde et premier au Moyen-Orient. Finalement, lorsque l'on analyse les dossiers pris séparément, on comprend la logique d'expansion d'influence turque. Mais le comportement agressif et les discours belliqueux, voire menaçants du président Erdogan isolent toujours un peu plus le pays. Et à force de détériorer ses relations extérieures, les atouts de la Turquie risquent de ne plus suffire à maintenir son statut d'interlocuteur et de passerelle entre les mondes européens et asiatiques. Sur le plan intérieur, Erdogan est en difficulté dans les urnes depuis plusieurs années. Et cette image d'homme fort qu'il souhaite se donner à l'international a aussi pour but d'alimenter le nationalisme turc à l'intérieur du pays, de détourner l'attention de la population des gros problèmes économiques auxquels elle fait face et de la pousser à se rassembler autour de son président. Mais cette stratégie semble perdre de son efficacité. Lors des élections municipales de 2019, si la coalition de l'AKP est arrivée en tête au niveau national avec 51,62% des voix, elle a en revanche perdu les deux principales villes du pays, Ankara et Istanbul, où des maires issus du CHP, un parti à tendance centre-gauche, social-démocrate et kémaliste, ont été élus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors vous avez remarqué que j'ai fait pas mal de références à d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller les regarder. En géopolitique, quand on tire les ficelles, on se rend compte que les dossiers sont souvent liés les uns aux autres, donc ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Encore merci à tous les tipeurs pour votre soutien, et si vous voulez rejoindre la communauté des tipeurs, vous trouverez les liens dans la description. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!